Invitez, chers amis, partagez, likez, vous le savez, vous êtes sur Tox 1, il faut qu'on dépasse les 300 000 abonnés. On continue ce matin et vous le savez, comme tous les vendredis, c'est le grand entretien. Et pour ce grand entretien, j'ai proposé à Erwan Davoux de venir dans ce grand entretien. Bonjour Erwan Davoux, vous m'entendez ? Bonjour Nicolas Vidal, oui, je vous entends parfaitement. Merci d'avoir accepté ce grand entretien sur Tox 1 ce matin, Merci parce à vous. qu'il y a tellement de choses à dire. Je voudrais que déjà, je vais vous présenter. Vous êtes présidente de LMD Conseil stratégique, intelligence économique, risque politique, notamment directeur de la publication de geopolitics.fr, ancien fonctionnaire à DGSE, ancien chargé de mission à la présidence de la République, cellule diplomatique. C'est la question que j'ai envie de se poser. Est-ce que, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, nos téléspectateurs aimeraient vous entendre là-dessus. C'est rapidement, pas rapidement, mais sur le sujet, c'est est-ce que la France est-elle victime d'un sabotage en règle de notre diplomatie au vu des échecs et des mises dehors que nous avons vécues depuis plusieurs années aujourd'hui? Notre voix ne compte-t-elle plus, Erwan Davoux, aujourd'hui ou pas? Non, je crois qu'elle ne compte plus. On attend et on n'entend plus la voix de la France. Notre diplomatie n'a pas de cap. Ouais. Elle est conduite en mettant à l'écart le Quai d'Orsay, où pourtant toute l'expertise est contenue, hein, tout se décide à l'Élysée, avec une vision de court terme, l'idée de faire des coups d'éclat, de la communication. Non, en réalité, nous ne savons plus hiérarchiser nos priorités, nous ne savons plus voir sur le long terme, nous prenons des positions qui ne sont pas conformes à ce qu'est l'histoire, à ce que sont les valeurs de la République française. Et là, je parle notamment du non-respect du droit international, qui est un point central, notamment à Gaza. Vous savez, la France, en réalité, c'est un pays qui compte 1% de la population mondiale, 0,5% des terres émergées. Donc, si on se réfère uniquement à ces données structurelles, on n'est pas grand-chose. Pourtant, la France pesait dans les affaires du monde jusqu'à une quinzaine d'années. Elle bénéficiait de sa place au Conseil de sécurité. Oui. Quand vous êtes au Conseil de sécurité et que vous n'êtes pas une grande puissance, votre première mission, c'est de faire respecter le droit international. Quand vous le foulez vous-même au pied, vous êtes ramené un petit peu à ce que vous êtes, pas grand-chose. Erwan Davoux, là-dessus, j'aimerais qu'on s'arrête sur le droit international. Qu'est-ce que c'est, comment, pour le résumer, pour nos téléspectateurs, qu'on sache bien de quoi on parle quand on parle de droit international, qui sont les instances, comment ça s'articule aujourd'hui sur la surface de la planète? Écoutez, il y a dans la Charte des Nations Unies, faite après la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de principes fondateurs qui ont un petit peu guidé l'ordre international jusqu'à ces années. C'est-à-dire la non-ingérence dans les affaires intérieures, le règlement pacifique des différends, et puis le droit humanitaire qui l'accompagne, le droit de la guerre. Enfin, tout ce socle que le Conseil de sécurité est prioritairement chargé de faire appliquer, a volé en éclats. C'est-à-dire qu'à Gaza, par exemple, nous avons eu une négation de tous les principes premiers du droit international, du droit humanitaire, du droit de la guerre. Et la France l'a admis sans rechigner. De même, quand la Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt à l'encontre de Netanyahou et de son ministre de la Défense, vous avez Michel Barnier, qui était Premier ministre à l'époque, qui dit à l'Assemblée nationale devant les députés, bien sûr, la France appliquera cette décision. Et le lendemain, vous avez un communiqué du Quai d'Orsay qui dit le contraire, que Netanyahou bénéficierait d'une immunité en France, qui est totalement inexact. La France est membre de la CPI, du statut de Rome. Donc, et on sait en réalité que ce changement de pied a été organisé par l'Élysée pour que la France fasse partie des États qui auraient contribué au cessez-le-feu au Liban. Donc vous voyez, pour faire un petit coup d'éclat médiatique, on renonce à des valeurs premières importantes que sont le respect du droit international, le respect du travail de la Cour pénale internationale, qui est allée au bout de sa démarche malgré des pressions extrêmement fortes qui se sont exercées à son encontre. Donc voilà, le droit international est un égalisateur de puissance et pour la France, ne pas le respecter, c'est non seulement juridiquement aberrant, moralement condamnable, mais c'est aussi renier sa propre puissance, si on veut être cynique. La question que je me pose, Erwan Davoux, ce matin, c'est comment vous expliquez, vous dites 10-15 ans, comment vous expliquez un tel effondrement
notamment de notre cellule diplomatique. Vous avez travaillé dedans et vous travaillez toujours dedans. Comment on peut expliquer qu'au Quai d'Orsay, bon, je sais qu'il y a eu la suppression du corps diplomatique, mais tout de même, on n'a pas des gens au Quai d'Orsay qui restent, qui sont brillants, qui ont une vision d'avenir, qui ont une vision très précise des conflits géopolitiques, des différentes régions en question, avec des influences ou des confluences. Comment c'est possible à un moment donné qu'on en soit rendu là, comme disent nos amis québécois? Alors, il y a plusieurs choses. Ouais. Il y a d'une part qu'après Jacques Chirac, sont arrivés aux responsabilités des présidents qui n'avaient pas une grande expérience des relations internationales. Nicolas Sarkozy avait été ministre de l'Intérieur, il avait fait quelques déplacements à l'étranger, mais il n'avait pas cette expérience-là. Et après Nicolas Sarkozy, on a carrément eu des présidents totalement néophytes en relations internationales. Remarquez, François Hollande, par exemple, n'avait jamais été en Chine avant d'être élu président de la République. Emmanuel Macron, ce n'est pas un domaine qui l'intéressait spécialement. Et en plus, si vous voulez, ils ont reproduit une erreur qui a été entamée sous Nicolas Sarkozy, qui est la concentration de toutes les décisions à la cellule diplomatique de l'Élysée et la mise à l'écart du Quai d'Orsay, où il existe des experts, mais des experts dont on n'exploite pas le potentiel, parce que tout se décide à l'Élysée et avec un niveau de cellule diplomatique qui n'est pas ce qu'il était par le passé. Avant, le conseiller diplomatique du président de la République était un ambassadeur chevronné, qui avait fait 3-4 postes, pareil pour les conseillers qui avaient déjà été ambassadeurs, ce n'est plus le cas. Donc on a à la fois une cellule diplomatique qui régresse en niveau, mais qui concentre tous les pouvoirs, un Quai d'Orsay qui est mis de côté et des présidents de la République qui ont peu d'appétence et peu d'expérience à l'international. Et pour Emmanuel Macron, qui souvent écoute le dernier visiteur du soir qui lui lance une idée. Ouais. Je pense par exemple à cette histoire de coalition anti-Hamas sur le modèle de Daesh qui a fait rire les uns et pour laquelle même les Israéliens ont été sceptiques. C'est une idée que lui a soufflé Bernard-Henri Lévy, qui l'a repris telle qu'elle, sans en évaluer les conséquences. Ah, vous pensez, voilà, pour vous, Erwan, concrètement, BHL passe à l'Élysée le soir et Macron se couche avec cette idée saugrenue et il la balance le matin en conférence de presse ou dans la presse. C'est comme ça que ça peut se passer? Oui, c'est comme ça que ça peut se passer. Et alors, pour défendre Macron, je dirais que BHL a eu la même influence sur la Libye auprès de Nicolas Sarkozy, par exemple. Donc, ce sont des présidents qui avaient pas qui s'en tiennent en fait aux notes et aux derniers visiteurs. Or, l'international, ça demande une sensibilité, une expertise, des voyages, des déplacements, de connaître ses homologues. Et la France n'est plus dans cette situation depuis quelques années. Et la France, en fait, se résigne à devenir d'abord à ne plus être ce qu'elle était, un trait d'union entre le Nord et le Sud. On voit qu'il y a une grande fracturation sur la scène internationale entre le bloc occidental et le Sud, où les BRICS prennent de plus en plus d'importance, mais non pas parce que le modèle des BRICS est spécialement attractif. Simplement, c'est le cynisme de démocratie occidentale qui affiche des principes et qui font le contraire, qui poussent les pays du Sud à prendre leur distance et se rapprocher des BRICS. La France, qui avait ce rôle de trait d'union entre les deux blocs, l'a totalement perdu. Elle est désormais un acteur secondaire d'un bloc, le bloc occidental, aligné sur les États-Unis, alors même que les États-Unis ne savent pas vraiment eux-mêmes où ils vont. Et donc, tout ça fait que la France a perdu toute son aura et l'estime et l'affection qu'elle pouvait avoir, notamment dans le monde arabe et en Afrique. C'est passionnant ce que vous racontez, mais à la fois c'est effrayant, puisqu'on se dit quand même qu'il y a une certaine forme de toute puissance du président de la République qui ne s'entoure plus de conseillers, qui n'écoute même pas, vous l'avez dit, enfin, certains conseillers ou d'experts, certains experts au Quai d'Orsay qui sont brillants et en fait ils sont placardisés sans que le président écoute qui que ce soit et raconte à peu près n'importe quoi sur tous les sujets internationaux. D'ailleurs, ça nous a beaucoup coûté très cher. C'est comme ça que ça se passe. À un moment donné, il n'y a pas une influence, ou j'allais dire, il y a des pressions sur l'Élysée pour dire maintenant il faut nous écouter parce que vous ne pouvez pas aller raconter n'importe quoi là-bas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Écoutez, il y a un groupe d'ambassadeurs français en poste dans les pays arabes, 20 sur 23, qui ont signé une lettre au mois d'octobre dernier, adressée à Catherine Colonna, qui était ministre des Affaires étrangères, et à Emmanuel Macron, leur disant, écoutez, on ne comprend plus la politique de la France dans le monde arabe, elle est changeante d'un jour sur l'autre, et surtout, elle nous vaut beaucoup d'inimitié. Donc, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont fait leur métier de serviteurs de l'État. La conclusion, c'est qu'ils se sont fait convoquer, réprimander, et que certains d'entre eux n'ont pas eu les postes et parcours qu'ils pouvaient espérer. Voilà.
En réalité, on est dans un système, en plus, qui est du domaine réservé. Le président de la République est un rôle éminent en politique étrangère, il est le chef des armées et il y renonce pas, même si, enfin, il y renonce pas, c'est normal, c'est la Constitution qui le prévoit, mais il additionne les gaffes et les erreurs parce que il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a pas appel à l'expertise. Et puis, il y a aussi une ligne qui s'est imposée au Quai d'Orsay, à partir de Nicolas Sarkozy, mais qui a connu encore plus d'ampleur sous François Hollande et Emmanuel Macron, qui est une ligne très atlantiste, très suiviste par rapport aux États-Unis. C'est ce que j'appelle un peu les néoconservateurs de gauche, qui s'installaient au départ avec Bernard Kouchner, que Sarkozy avait nommé ministre des Affaires étrangères, qui a continué avec Fabius, Séjourné. Et c'est cette ligne-là qui prévaut actuellement au Quai d'Orsay, qui est beaucoup plus forte que la tendance, je dirais, enfin au Quai d'Orsay, dans les sphères de pouvoir plutôt qu'au Quai d'Orsay, beaucoup plus forte que l'autre tendance qui s'opposait, qui était la tendance Gaulo-Mitterrando-chiracienne, et qui avait fait, à mon sens, la force de la France sur la scène internationale, sa particularité, sa singularité. Parce que quand on voit des Jean-Noël Barrot, quand on voit des Benjamin Haddad, on voit quand même qu'il y a là, l'atlantisme, il est là. Enfin, on peut raconter ce qu'on veut, mais c'est des gens qui ne se cachent pas. D'ailleurs, pour certains de leur mission passée, c'est des gens qui sont calés sur Washington, mais alors ils sont copiés-collés sur Washington, hein. Totalement, ils le sont totalement. Benjamin Haddad a même appartenu à un groupe de pression américain. À Washington, Bruxelles, parce que Ursula von der Leyen est quand même très très proche des administrations américaines, quelles qu'elles soient, l'OTAN, et d'une certaine manière aussi alignée sur la politique de Netanyahou. Tout ça est un écosystème, mais ce qui est frappant pour la France, c'est ce revirement en quelques années. Si vous voulez, le Royaume-Uni a toujours été dans cette logique plus ou moins de meilleur allié des États-Unis. La France, elle, était sur une ligne qui dit oui, bien sûr, nous sommes des alliés des États-Unis, mais alliés ne signifie pas vassal. Or là, nous sommes dans un état de vassalisation complète. Par exemple, quand il s'est agi de choisir l'entreprise pour le supercalculateur de nos armées pour l'intelligence artificielle, on a choisi Hewlett-Packard plutôt que Atos. Donc, oui, la France est sous emprise, la France est sous une influence qui n'est pas conforme à son histoire et à sa tradition. Erwan Davoust, merci d'être là ce matin pour ce grand entretien qu'on poursuit. N'hésitez pas à partager avec, et vous le savez, c'est très important. Et de manière à pouvoir aussi porter des voix comme celle d'Erwan Davoust là-dessus. Pour la faire très vite, vous êtes ancien de la DGSE, ancien chargé de mission à la présidence de la République, cellule diplomatique et président de LMD Conseil, et enfin directeur de la publication de geopolitics.fr. Là-dessus, une question, est-ce qu'avec l'arrivée de Donald Trump, Erwan, on pourrait avoir... j'ai reçu Nicolas Conquer la semaine dernière, porte-parole des Républicains en France, qui me disait qu'il parlait d'équilibre, peut-être avec entre Donald Trump et la France. Est-ce que vous pensez que ça pourrait changer par rapport au Washington, à l'état profond américain sous Joe Biden? Enfin, je ne sais plus trop si Biden était en état 2, mais du moins, est-ce que ça pourrait changer avec Trump ou pas? Est-ce que les rapports pourraient se durcir, ou est-ce que la vassalisation pourrait être moins forte? Je crois que du point de vue de la relation franco-américaine, on sera dans le même schéma. Je ne pense pas que Trump ait une très haute estime ou idée d'Emmanuel Macron. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, il a fait plusieurs sorties expliquant plusieurs fois comment on lui avait tordu le bras, notamment sur l'importation des vins français et tout ça. Donc, je pense qu'on est dans une relation dominant-dominée très claire. Il n'y a qu'à voir la gestuelle. Vous avez vu sur le perron de l'Élysée la manière dont Donald Trump a serré la main à Emmanuel Macron. C'était très clair. C'était très clair. Pour vous, c'est important, ça, Erwan, c'est important. Là-dessus, pour vous, cette image-là, rien n'est fait au hasard. C'est-à-dire que Donald Trump, là, à ce moment-là, quand il tord le bras, il est à deux doigts d'y casser l'humérus, manifestement. Mais c'est important parce qu'il sait qu'il met délibérément Macron mal à l'aise devant les caméras. Donc, ça n'atteste pas d'un grand respect pour Emmanuel Macron. Voilà. Alors, Donald Trump va quand même... je dirais qu'avec Donald Trump, de Biden à Trump, on passe d'un homme assez raisonnable, mais extrêmement faible, à un homme fantasque, parfois délirant, mais fort. Et pour qui l'international va avoir moins d'importance que Biden. Vous savez, les démocrates veulent transposer un peu partout ce système qu'ils estiment idéal de démocratie à l'américaine,
aime beaucoup renverser tous les pouvoirs en place, en négociant très souvent avec les islamistes et après en s'étonnant que ces mêmes islamistes se retournent contre eux, Ouais. ce qui est tout à fait logique. Mm. Tandis que Trump va se concentrer, il est plus, à mon avis, le président des Américains que de la République fédérale américaine. Il ne veut pas porter des valeurs, il veut satisfaire les Américains. Mais naturellement, vu l'importance des États-Unis sur la scène internationale, il ne va pas s'en désintéresser. Mais ça ne va pas être sa priorité. Dans le cadre de ses intérêts, Erwan, alors? Uniquement dans le cadre de ses intérêts, voilà. Évidemment, il va y avoir probablement une guerre commerciale avec la Chine qui va se durcir parce qu'il va y avoir un retour au protectionnisme fort. Et puis, il y a ce conflit russo-ukrainien où je pense qu'à terme, il va parvenir à mettre les protagonistes à la table, mais dans quelles conditions? C'est-à-dire, est-ce qu'ils seront à la table avec une Ukraine en situation d'extrême faiblesse qui devra accepter un diktat, ou alors est-ce qu'il va réussir à équilibrer, balancer les forces pour que le deal soit raisonnable? Est-ce qu'on peut aller vers un deal plus global, c'est-à-dire qui inclut l'Iran? Voilà, il y a des questions qui se posent. Trump est imprévisible, mais Trump peut faire bouger les choses, contrairement à Biden. Je voudrais qu'on revienne, on va continuer à en parler ce matin dans ce grand entretien. Je reste en boucle cette idée du président, vous l'avez dit, sur la scène diplomatique, la scène internationale. Je me dis, il n'y a pas de garde-fou, en fait. Il n'y a pas de garde-fou entre le Quai d'Orsay et l'Élysée. Il n'y a aucun garde-fou. Le président peut faire ce qu'il veut, Erwan, concrètement, aujourd'hui. Constitutionnel peut faire ce qu'il veut. Dans ce domaine, oui. Vous savez, la Ve République, c'est une constitution particulière. On a dit qu'elle avait été faite pour le général de Gaulle. C'est pas totalement vrai, puisqu'elle a résisté à l'alternance politique, elle a résisté aux cohabitations. En revanche, il y a un point qu'on ne souligne pas assez et qui, à mon avis, est essentiel, c'est qu'elle est faite pour des hommes d'exception. C'est-à-dire que le président concentre tellement de pouvoir que s'il ne les met pas au service d'un certain nombre de principes directeurs, de l'intérêt de la France, en réalité, on se retrouve avec quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et c'est un peu le problème. On a eu des présidents à la hauteur de cette formidable puissance que confèrent les institutions à la présidence de la République et qui sont montrés dignes. Et là, ce n'est plus le cas. Et c'est ce qui provoque un désamour total avec les Français. Parce que d'un côté, vous avez un président qui concentre les pouvoirs et de l'autre, une paralysie politique, une inaction, et les Français ont du mal à comprendre ce qui se passe. Ouais. On en parle. Une question d'actualité toute chose, vous en parlez, ça prolonge votre propos. Se murmurer, on a parlé tout à l'heure avec Maître Préjean, mais l'article 16, puisque vous dites, il concentre tous les pouvoirs, il peut en faire ce qu'il veut. Il se murmurerait que l'Élysée aurait déjà pris contact avec les constitutionnalistes pour un éventuel article 16 si Bayrou était renversé, ou même s'il partait avant même d'avoir effleuré ne serait-ce que la première motion de censure. Vous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas écarté, ça, l'article 16, pour vous, Erwan? Moi, je dirais que ça serait une folie totale, parce que les conditions ne sont pas réunies. Il n'y a pas de menace sur l'intégrité du territoire, sur la continuité de la vie de la nation. On a une paralysie qui est d'ordre politique. On n'est pas en conflit avec un État étranger. Donc, à mon avis, ça serait dénaturer l'article 16. Alors, il peut le mettre en application, mais il y a un contrôle du Conseil constitutionnel qui va s'exercer. Notamment, je crois que le délai, c'est au bout de 2 mois pour vérifier qu'on est bien dans le cadre prévu par la Constitution. Donc, à mon avis, ça serait une provocation totale qui pourrait conduire à l'application, elle, plus sérieuse de l'article 68 qui vise à... Destitution. Voilà. Voilà. Je pense que si Emmanuel Macron mettait en application l'article 16, les 3/5 requis pour l'article 68 seraient atteints parce qu'il y aurait une large prise de conscience qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne plus rond. Donc, je ne peux pas l'imaginer, ça serait une folie, la provocation de trop. Ouais, effectivement, là-dessus, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'analyses là-dessus. Allez, il nous reste encore 10 minutes ensemble avec vous, Erwan Davoust. Merci d'être là ce matin. Je voulais une dernière question sur l'Ukraine. Emmanuel Macron, là, il nous a fait la réouverture de Notre-Dame, soyons précis.
il a fait venir Donald Trump, il a fait venir Zelensky. Tous ces braves gens ne se sont pas serrés. Enfin, Zelensky a rejoint Trump et Macron au salon. Comment vous avez analysé ça? C'est une nouvelle fois, c'est du coup d'éclat, c'est de la communication, Oui. ça pèse pas. Parce que les médias mainstream nous ont dit que c'était formidable, c'était une belle image, que ça fait des belles Non, photos et que machin. mais parce que les médias ont souvent tendance à confondre la diplomatie d'influence et la diplomatie spectacle. C'est du protocole. Il saisit une occasion, la présence du président élu et d'un autre chef d'État pour les réunir. Il se serre d'ailleurs pas la main. Ouais. On ne fait pas état du moindre progrès. C'est ce à quoi est réduite la France, c'est-à-dire faire de la com sur sa diplomatie, mais sans avoir d'influence sur le cours des choses. Moi, ce qui m'a frappé surtout dans la réouverture de Notre-Dame, c'est que le pape François ait refusé de venir. Ça veut tout dire. Ça peut vouloir dire qu'il n'a Et pas qu'il était là en apprécié la Corse, même. hein. Et qu'il était là en Oui, Corse il quelques était jours là après, en encore. plus. Hein, faut dire. Et qui se refuse et qui était venu à Marseille quand l'archevêque de Marseille, Ouais. le cardinal Hamelin, avait été fait cardinal, justement, et qui ne va pas à Paris, qui ne veut pas faire de visite d'État en France. Il avait dit je ne viens Alors, pas en France, je vais à Marseille. oui, exactement. C'est Et quand c'était pour même énorme d'entendre ça pour un Oui, Français, oui, quand même. oui. Et c'était des rencontres sur l'immigration, Ouais. qui est un thème cher au pape Ouais. François, notamment toutes ces malheureuses personnes qui meurent en Méditerranée. Donc, il avait fait cette distinction. Et donc, sa non-présence à Notre-Dame, à mon avis, est centrale. Soit il n'apprécie pas la manière dont a été mené le chantier, soit alors il n'apprécie pas la politique d'Emmanuel Macron à Gaza, notamment il s'est exprimé plusieurs fois là-dessus, soit il y a quelque chose, en tout cas, qui le heurte fondamentalement dans le macronisme, qui fait qu'il n'a pas voulu honorer de sa présence cette manifestation, alors que le premier qui devait y être était lui, naturellement. On a un pape très humaniste et très attaché aux questions migratoires, à la dignité humaine, qui sont des principes que la France ne fait plus respecter à l'international. Oui, et c'est pour ça qu'on va continuer à en parler encore quelques minutes. Merci d'être là, Erwan Dabouk. Merci à vous Merci aussi à de vous. suivre la matinale ce matin. Partagez, likez, abonnez-vous, activez la cloche sur YouTube. Et merci de nous faire des dons pour que nous puissions continuer à diffuser et à produire ces matinales du lundi au vendredi. Vous le savez. On va parler maintenant de la France en Afrique parce que je crois qu'il n'y a pas un pays, alors j'exagère peut-être, mais où on ne s'est pas fait foutre dehors, hein, Erwan. Franchement, Oui, comment sauf les on pays peut où on ne analyser connaît ça pas. aujourd'hui? Les seuls pays où on ne se fait pas mettre dehors sont ceux où on n'est pas connu ou Ah ben d'accord. défavorablement connu. Voilà. D'accord, ok, ça c'est simple alors. Alors, Ouais. Alors, il y a deux aspects. Il y a une question de fond, c'est que tout le monde a tiré un diagnostic. La France-Afrique, c'est terminé. Très bien. Mais personne n'a été capable de mettre en place la politique africaine qui devait lui succéder. Et quand on a eu des prémices de ce qui pourrait se faire, ce sont des attitudes désinvoltes et désobligeantes qui ont tout sapé. Je prends un exemple. Emmanuel Macron, en 2018, fait un discours à l'université de Ouagadougou, au Burkina Faso, dans lequel, justement, il veut mettre en place des nouveaux fondements dans cette relation, aller vers davantage de coopération plutôt que d'assistanat, faire participer les jeunes, les sociétés civiles. Donc, le fond de son discours est bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se moque du président burkinabé, Ouais. il l'humilie quasiment en disant « Ah oui, oui, il est parti réparer la climatisation ». Cette désinvolture, elle fait rire pendant une minute, mais en Ouais. fait, elle tape des efforts diplomatiques sur le long terme, et il a réédité plusieurs fois, et François Hollande avant lui, c'est-à-dire des comportements de présidents français qui, quand ils se rendent au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, estiment qu'ils vont un petit peu chez eux et qu'ils peuvent tout se permettre. Ils n'ont pas vu l'Afrique évoluer, ils n'ont pas vu que le sentiment qui prévaut en Afrique actuellement est celui du passage d'une indépendance formelle à une indépendance réelle. Et au lieu de l'accompagner avec cet avantage qu'on a, les binationaux très importants en France comme dans ces pays, une langue commune. Eh bien, en réalité, on a voulu maintenir des comportements néocolonialistes qui ont poussé ces pays à se tourner vers d'autres partenaires. Ils en reviendront, hein, parce qu'on voit déjà que Wagner au Mali, oui, au Mali, justement, ça se Ouais. passe plutôt mal. Donc, je pense qu'ils reviendront de cette influence russe. Mais en attendant,
par nos comportements, par notre absence de renouvellement de nos politiques. On s'est fait dans un premier temps mal voir, puis chasser. C'est plus le rejet d'une politique et de comportement qu'un comportement anti-français lui-même. Oui, ouais. Voilà. Et puis, Parce c'est une qu'il se forme de comporte comme un sale gosse, Erwan. Vous le dites, il t'allait Oui, réparer la clip, oui, c'est un sale gosse. oui, Et vous le dites en plus, c'est salopé, je suis désolé d'être un peu vulgaire, mais c'est salopé le travail oui, de fond et de l'ombre mais de la bien sûr. diplomatie, en plus. Mais parce que lui, comme François Hollande, aime se mettre en valeur par des plaisanteries de mauvais goût. François Hollande avait dit de Manuel Valls, il est rentré sain et sauf d'Algérie. Alors même que le rétablissement d'une Ouais. relation de confiance avec Mm. l'Algérie est essentiel pour François Hollande, en fait, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des bons mots, Ouais. des calembours douteux qui ruinent une politique étrangère. Voilà. Et on a fait preuve aussi d'une certaine naïveté. Vous savez, moi, j'ai été candidat aux législatives en Ouais. 2017 dans cette zone Maghreb-Afrique de l'Ouest. Je l'ai sillonné en 2015-2016. Ce sentiment anti-français, notamment dans la jeunesse, anti-France, pas anti-français, dans Ouais. la jeunesse africaine, je le sentais. Il était fort, il était perceptible. Ouais. On a mis beaucoup de temps à réagir avec des moyens très faibles. Nos adversaires et concurrents russes ou chinois, eux, savent faire les choses. Les Chinois, par exemple, ils ont des instituts Confucius partout où on peut aller apprendre le chinois gratuitement. Suivre des cours en français dans un institut français, c'est coûteux, c'est très difficile. Voilà, on a renoncé à notre soft power. On fait aussi des Ouais. économies de bout de chandelle. La France est dans une situation budgétaire Ouais. catastrophique et on trouve rien de mieux que de trouver quelques petits millions par-ci, par-là, en dilapidant notre patrimoine à l'étranger, en rognant sur le budget de l'action extérieure de l'État, que ce soit les lycées français, les instituts français, qui pourtant ont une influence capitale justement pour l'influence de la France dans le monde. Il y a une absence totale de vision. On rogne quelques millions d'euros, ça n'a aucun impact sur le déficit budgétaire ou sur la dette, mais on ruine notre influence de long terme, ça c'est sûr. C'est assez incroyable là-dessus. Mais c'est quoi finalement? Vous l'avez dit, hein, des blagues douteuses. Emmanuel Macron, c'est vrai que. Ouais. Mais Des c'est quoi? blagues C'est douteuses. un problème de culture. Après, à un moment donné, c'est les gens qui bossent Oui. pas, c'est les gens qui ont un problème de culture. Bah, Il y a tout derrière. Et pour les chefs d'État, c'est quand même malheureux. Enfin, c'est même inquiétant. Hein. alors, qui bosse pas, je suis pas certain, mais en Ouais. fait, vous savez, en relation internationale, lire des notes, ça vous forge pas une opinion et ça vous donne pas la sensibilité de l'autre. Il faut avoir voyagé, Ouais. il faut avoir Oui. rencontré des homologues, il faut. Or, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir très rapidement, sans avoir eu de parcours. François Hollande, le seul parcours international qu'il avait, c'était l'international socialiste, et il a eu d'ailleurs une diplomatie, une politique étrangère très partisane, qui lui a fait commettre beaucoup d'erreurs, notamment dans sa relation avec la chancelière Merkel, où il a privilégié les contacts avec le chef du SPD, alors que, de l'opposition à Merkel, alors qu'il était le président français en titre et que Merkel était son homologue. Voilà. Donc, des gens qui se contentent de notes ou d'avis plus ou moins pertinents et qui n'arrivent pas. Vous savez, les gens comme Jacques Chirac, François Mitterrand, bien sûr le général de Gaulle, ils avaient leur vision du monde. Ils connaissaient leurs homologues, ils avaient. Voilà. Et donc. Ils avaient plus de profondeur, général de Gaulle, oui, plus de profondeur, plus d'épaisseur aussi par rapport à ces problèmes-là. Bien sûr. Et puis chez Jacques Chirac, il y avait cette idée fondamentale du dialogue des cultures et des civilisations et du respect des autres cultures et des autres civilisations. Je ne suis pas Jacques Chirac, président de la République française, donc je dis aux autres ce que la France. Enfin, il n'y avait pas cette arrogance. Jacques Chirac avait une autorité naturelle. Il n'avait pas besoin de faire des blagues douteuses ou d'élever le ton ou de surjouer des colères. Voilà, on est passé à l'ère. Vous savez, en face, les BRICS, on a des vrais empereurs, c'est-à-dire, je ne cautionne pas leur système, mais des gens qui sont là au pouvoir pour des années, que ce soit Poutine, que ce soit Xi Jinping. Donc, ils voient l'intérêt de leur pays dans la durée et en profondeur. Nous avons des communicants qui, à peine élus, je pense qu'à une chose, être réélu. Et l'international, si on veut le faire de manière sérieuse, c'est très chronophage, ça demande un investissement lourd, avec des retombées électorales plus ou moins fortes. Hein. Pourtant, Macron, il se déplace. Hein. Pourtant, Macron, il se déplace. Oui. Il n'y a qu'à voir le budget de l'Élysée qui a explosé en termes de frais de déplacement. Mais merci, hein, merci bien. Oui, mais ça, c'est le côté hors sol. Je veux dire, comment peut-on demander des efforts aux Français et ça même, c'est le côté hors sol de la Macronie, là, qui apparaît, pas seulement à l'international. Malheureusement, non. Un peu partout.
Ouais. un peu partout. Ouais. Une dernière question, il reste encore 3 Ouais. minutes. Je Oui. sais, bon, on pourrait en parler longtemps, mais Mais je sur notre... reviendrai avec plaisir Ah, si vous ah voulez. ben oui, bien sûr, Erwan, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être là. Encore 3 minutes pour ce grand entretien. Comment jugez-vous la diplomatie française avec la Russie? Parce que ça aussi, c'est une vraie question qui se pose. Il faut avoir... quelle est votre analyse, vous, sur ces 3 ans de conflit et notre positionnement calqué sur les Américains, calqué sur l'OTAN, Ouais. littéralement? Alors moi, j'ai déjà, il y a quelque chose qui me frappe, c'est l'incohérence entre l'Ukraine et Gaza. Hmm, Je vais vous dire, j'ai eu un vif échange avec Pascal Praud, hmm. parce qu'il avait dit sur CNews, qui est une chaîne que je regarde pas, mais dont j'avais vu des extraits Ouais. sur Twitter, sur Hmm, X, hmm, il avait dit, puisqu'on fait appliquer le droit international en Ukraine, faisons-le appliquer de la même hmm, manière pour les Israéliens. hmm, Et là, j'avais fait un tweet en disant Pascal Praud est un ignare, parce que si on veut faire respecter le droit international, il s'applique pour défendre les Ukrainiens, mais aussi pour défendre les Palestiniens. hmm. Et ça m'a valu un appel de sa part très sec, Ouais. quasiment me menaçant, oui, oui, en disant mais pourquoi mais ça s'appelle le droit international. Hmm. Donc, pour le conflit russo-ukrainien, il y a des circonstances qui peuvent, je ne dis pas justifier, Ouais. mais Hmm. expliquer la décision prise par Poutine, qui est un Hmm. sentiment d'encerclement Ouais. par l'OTAN. Et nous, je crois que nous avons été naïfs, c'est-à-dire durant la période où Medvedev était président, on a cru que la Russie était un pays européen comme un autre, Ouais. qu'on allait l'intégrer, l'associer à Ouais. l'OTAN, et que voilà. Sauf que la grandeur russe et l'âme russe a été un petit peu rétablie, qu'ils ont le sentiment d'être encerclés. Ils sont les agresseurs, c'est clair, Hmm. ceux qui déclenchent les hostilités. Donc il faut défendre l'Ukraine au nom du droit international. En revanche, dire qu'il faut envoyer des hommes sur le terrain, fournir à l'Ukraine des missiles de longue portée, ce genre de choses, ce sont des comportements irresponsables qui sont faits par des hommes irresponsables. Macron a été le premier à parler de troupes au sol, Oui, oui. en étant désavoué par le secrétaire général de Oui. l'OTAN et par Biden Thunberg, quand ouais. même. Hmm. C'est-à-dire il a été plus atlantiste que les plus atlantistes. Et Biden, alors qu'il est dans une situation de faiblesse, puisque c'est un président qui s'en va, décide d'autoriser ces Ouais. missiles de longue portée, alors que son administration devrait être en retrait. En réalité, il jette de l'huile sur le feu, mais en face d'eux, ils ont des professionnels. Poutine et Lavrov, ce sont des pros, ce ne sont Hmm. pas des amateurs en matière de diplomatie. Donc faisons attention à un engrenage qui se déclenche, dans lequel on a notre large part de responsabilité et qui peut nous mener à une catastrophe. Je crois que le seul enjeu en Ukraine, c'est des négociations vite, mais des négociations équilibrées. Ouais. Évidemment, nous ne voulons pas le dépeçage de l'Ukraine, c'est clair. Hmm. Mais cette surenchère militaire est dangereuse parce que pour Poutine, l'Ukraine est un intérêt vital, ce qui n'est pas le cas, contrairement à ce que dit Macron pour la France. L'Ukraine est un pays européen. Il y a des principes à faire respecter, mais c'est très curieux qu'on les respecte en Ukraine et pas à Gaza. Mais l'Ukraine n'est pas une question vitale pour la France, elle l'est pour la Russie. Hmm. Ouais, concrètement, parce qu'on a eu quand même des Jean-Noël Barrot qui nous ont quand même dit il y a quelques jours qu'il n'y avait pas de ligne rouge avec la Russie. J'aurais quand même aimé qu'on leur pose la question, s'il y avait eu des journalistes un peu sérieux, de leur demander est-ce que vous seriez prêt à appuyer sur le bouton à un moment donné nucléaire. Je m'entends, si vous n'avez plus de ligne rouge avec la Russie, parce que la fin de la ligne rouge, c'est le bouton nucléaire à un moment donné. C'est quand même étonnant, ces gens-là qui peuvent déclarer ça. Hein. Mais oui, Ouais. oui, et puis quand vous avez d'un côté Lavrov et de l'autre Barrot, Ouais. excusez-moi, mais je trouve que, bon, on ne boxe pas dans la même Non, catégorie. non, c'est sûr Donc, et certain. Ouais. donc voilà, faisons attention. Vous savez, quand on durcit les choses militairement, on le fait plutôt que le claironner. Hmm. Voilà, et Poutine n'est pas dupe, il l'a dit lui-même. Quand on envoie des missiles longue portée sur la Russie, Hmm. ce ne sont pas les Ukrainiens qui le font. Hmm. Donc non seulement c'est du matériel militaire, Ouais. mais ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, l'OTAN est associée maintenant à cette Hmm. guerre. Ouais. Donc faisons très attention. Oui, parce que les gens qui pilotent ces missiles, il faut être des spécialistes et c'est forcément Oui, des gens, des Américains ou des Français qui sont à la manœuvre de ce genre de oui, propulsion. oui, Voilà, il faut oui, en avoir conscience. Voilà. oui, En, exactement. en tout cas, merci beaucoup, Erwan Navout, pour être venu dans ce grand entretien. Merci à vous, Nicolas Vidal. Avec plaisir, vous êtes président de LMD Conseil Stratégie Intelligence Économique, Risque Géopolitique. Vous êtes aussi directeur de la publication de Geopolitics.fr, ancien fonctionnaire de la DGSE et ancien chargé de mission à la présidence de la République en cellule diplomatique. Merci beaucoup de nous avoir éclairés ce matin sur tous ces sujets passionnants. Bonne journée à vous, bon week-end. Merci à vous. Merci.